quel langage prend ici Sartre, Roquentin, dans un roman? Est-ce que c'est le langage habituel d'un roman? C'est encore, je trouve, philosophique. C'est le philosophe. Il y a une diversité de styles. On le voit là dans sa classe, je suppose. Et cette démonstration, on peut surprendre, surtout après le repas avec l'autodidacte, qui est écrit dans un langage parlé, assez lâché. Hein. Il y a ce jeu qui est pour Sartre, non pas un jeu, hein, une réflexion. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis là? Et comment le rend-il concret pour un lecteur, comme ce n'est pas un livre qui s'adresse spécialement aux philosophes, aux spécialistes? La méditation, je ne veux pas poursuivre entièrement parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais vous l'avez lu, je suppose. Comment cette méditation sur qu'est-ce que les choses, qu'est-ce que l'arbre, qu'est-ce que la racine, qu'est-ce qui n'est pas moi? Si on y réfléchit, pourquoi est-ce que c'est gênant? Pourquoi ça n'est pas gênant? Tout ce qui est là autour de moi, ça n'est pas gênant parce que j'en ai l'habitude, parce que je le connais, parce que je m'en sers. Ce sont des outils, des matériaux, un décor de ma vie, etc. Bon, grossièrement commenter ou résumer ou survoler le texte de Sartre. À partir de quel moment, dans ce texte-là, que vous avez, j'espère, lu, le texte devient-il romanesque, enfin, sujet de roman, plus exactement, dramatique, disons. Parce qu'il nous fait partager sa méditation, on est avec lui, oui. On découvre avec lui ce que c'est que l'existence, en fait. Mais on découvre à quel moment? Vous regardez le texte dans la page suivante, je joue aux devinettes. Il dit, ça m'a coupé le souffle, jamais avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. Donc, il nous fait partager sa découverte. Alors, cette découverte, il la décrit d'abord d'une façon très spontanée, concrète. Le marronnier se pressait contre mes yeux, dit-il. Le marronnier se pressait contre mes yeux. Ça veut dire quoi? Que ça devenait évident, c'était une évidence. Tout d'un coup, c'était devenu une évidence. Alors, lisons, j'ai sorti de sauter le texte. Une rouille verte le couvrait jusqu'à mi-hauteur. L'écorce, noire et boursouflée, semblait du cuir bleu. Le petit bout de la bruit d'eau de la fontaine masquerait, se coulait dans mes oreilles, s'y faisait un nid, les emplissait de soupirs. Mes narines débordaient d'une odeur verte et putride. Toute chose, doucement, tendrement, se laissait aller à l'existence. Comme ces femmes lasses qui s'abandonnent au rire et disent « c'est bon de rire » d'une voix mouillée. Elles s'étalaient les unes en face des autres. Elles se faisaient l'abjecte confidence de l'existence. Je compris qu'il n'y avait pas de milieu entre l'existence et cette abondance pâmée. Si l'on existait, il fallait exister jusque-là, jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Pourquoi je dis que le texte devient littéraire, de philosophique et abstrait dans son début, il prend corps, il prend chair, si je puis dire, une racine d'arbre. On entre dans l'univers des sensations. Ce n'est plus la spéculation philosophique. C'est une description qui a ça de particulier, elle entre dans l'intimité des choses. Cette fusion du spectateur avec l'objet qu'il regarde, quelles conséquences a-t-il? C'est une menace. Hein? C'est une menace. C'est une menace, parce que si on le regarde, les couleurs seulement, ou des surfaces, si l'on reste à l'univers des sensations sans faire intervenir soit la réflexion, soit la mémoire, on est dans la fusion totale, ou la confusion, ou l'étrange. Hein. C'est du verre, c'est de la rouille, il ne sait pas que c'est une racine.
s'il ne s'accroche pas au mot, c'est une racine qui distingue l'objet du spectateur, le spectacle du spectateur. Il n'y comprendra rien. Bon, c'est un peu la peine, non. En plus que ce philosophe que j'ai là, il faut se dire que je n'ai pas le langage philosophique. C'est bête que j'ai ce texte-là. Bon. Alors, cette abondance pâmée, et ces choses qui se laissent aller à l'existence comme des femmes lasses qui s'abandonnent au rire, voilà un élément humain, un élément de notre vie quotidienne. Mais cet élément-là, il est vu. Est-ce que c'est une vision habituelle? Une racine d'arbre? Est-ce qu'un marronnier a souvent trouvé, si je puis dire, un conteur ou un poète de cette espèce? Hein? On pense mieux aux branches qu'aux racines d'habitude. On voit bien des racines qui sortent de terre. Je suppose que s'il la voit, il n'a pas été creusé le sol pour la pas. Oui, peut-être. Je crois même que c'est une réflexion qui s'est faite rue d'Ulm, à l'école normale. Peut-être. Quelle réflexion? Qu'il a commencé à méditer sur la racine des marronniers rue d'Ulm. Ah bon? Oui, parce qu'il y a un marronnier au centre du petit jardin rue d'Ulm. Il paraît qu'il aurait... En tout cas, c'est une réflexion qui, bien des poètes, bien des romantiques, sont extasiés sur les beautés de la nature. Cette nature, selon Roquentin, n'est pas aussi euphorique que nous avons l'habitude de la voir. Hein. Ce n'est pas le printemps qu'on décrit dans les livres. La beauté, c'est le fait qu'ils sont là. Voilà. Ils sont là. Bon. Oui, mais c'est triste. Si l'on existait, il fallait exister jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Ce mot obscénité concernant les beautés de la nature, voilà un mot qui va surprendre le spectateur, qu'il a besoin d'interpréter. Pourquoi ce dégoût, cette horreur de ce qui a habituellement rempli d'extase les écrivains. Mais tout n'est pas toujours beau dans la nature. Tout n'est pas toujours beau dans la nature. Peut-être, enfin, on va affirmer, commenter, on peut le commenter en expliquant ce regard que porte Roquentin sur cette exubérance de la nature, qui évoque non pas la fécondité, la richesse, peut-être même un Dieu derrière, créateur de cette magnificence constamment renaissante, de ces arbres qui perdent leurs feuilles, qui les retrouvent au printemps, etc. Tout ce qu'on a pu dire sur cette beauté de la nature, chantant, le ciel chante la gloire de Dieu, ça se dit en latin, je ne sais plus chez qui, dans Bossuet, je crois. Bon, c'est donc une sorte de mauvaise humeur qui anime Roquentin. Et cette mauvaise humeur, comment l'explique-t-il et comment s'explique-t-elle? Elle s'explique dans la suite du texte. Je crois que nous n'allons pas à pas comme ça, on va y aller à la fin de l'heure, on n'aura pas dépassé la tige, je vous le trouve. Bon, qu'est-ce que ça prouve que tout ce qui pousse là on peut se dire, c'est l'impression qu'on a quand on voit des plantes exotiques, des plantes bizarres, on va visiter maintenant des jardins exotiques pour se donner des sensations nouvelles, de drôles de fleurs, de drôles de plantes qu'on ne connaît pas sur nos pays, etc. Bon, un marronnier c'est tout simple, mais Roquentin le sent étrange. Comme d'ailleurs nous sommes, nous autres, alors on peut lire, je crois que je vais sauter le texte, on peut lire le texte, la suite. Si l'on existait, il fallait exister jusqu'à l'obscénité. Puis, dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides, mais l'existence est un fléchissement.
des arbres, des piliers bleus de nuit, le râle heureux d'une fontaine, des odeurs vivantes, des petits brouillards de chaleur qui flottaient dans l'air froid, un homme roux qui digérait sur un banc. Toutes ces somnolences, toutes ces digestions prises ensemble offraient un aspect vraiment comique. Comique. Non, ça n'allait pas jusque-là. Rien de ce qui existe ne peut être comique. C'était comme une analogie flottante, presque insaisissable avec certaines situations de vaudeville. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. C'était le seul rapport que je puisse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. En vain, cherchais-je à compter les marronniers, à les situer par rapport à la Velleda, à comparer leur hauteur avec celle des platanes. Chacun de s'échappait des relations que je cherchais à l'enfermer, ou je cherchais à l'enfermer, s'isolait, débordait. Ces relations que je me m'obstinais à maintenir pour retarder l'écroulement du monde humain, des mesures, des quantités, des directions, j'en sentais l'arbitraire. Elle ne mordait plus sur les choses. De trop, le marronnier, là, en face de moi, un peu sur la gauche. De trop, la Velleda, une statue. Et moi, veuve, alangui, obscène, encore, digérant, ballottant de mornes pensées. Moi aussi, j'étais... Heureusement, je ne le sentais pas, je le comprenais surtout, mais j'étais mal à l'aise parce que j'avais peur de le sentir. Encore à présent, j'en ai peur. J'ai peur que ça ne me prenne par le derrière de ma tête et que ça ne me soulève comme une lame de fond. Je rêvais vaguement de me supprimer pour anéantir au moins une de ces existences superflues. Mais ma mort même eût été de trop mon cadavre. Mon sang sur ces cailloux, entre ces plantes, au fond de ce jardin souriant. Et la chair rongée eût été de trop dans la terre qu'il eût reçue, et mes os, enfin nettoyés, écorcés, propres et nets comme des dents, eussent encore été de trop. J'étais de trop pour l'éternité. C'est terrible. Nous voilà dans la tragédie, nous voilà dans la métaphysique, une métaphysique d'angoisse, hein, non pas une métaphysique qui supposerait un Dieu créateur et bienfaisant pour les hommes, un Dieu humaniste, si l'on peut le dire, et créateur et justificateur aussi, et justifiant cet homme-là, j'ai voulu son existence, je le surveille, je l'accueillerai dans mon paradis ou dans mon enfer, peu importe, mais il a une raison d'exister. Roquentin est un homme athée, qui n'a pas de raison d'exister, qui n'a pas de raison d'être là, et qui est là, on ne sait pas pourquoi, comme toute chose qui devient étrange à partir du moment où on les regarde un peu trop. Pourquoi cet arbre? Pourquoi ce qui est surprenant de dire la réflexion de Roquentin, c'est que la nature, ça peut sembler surprenante si elle est particulièrement luxuriante ou rare dans des climats, des régions que nous ignorons. Mais les choses aussi. Ce qui est surprenant pour lui, c'est toucher le loquet de la porte. C'est toucher la main de l'autodidacte. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça veut dire qu'entre son geste et sa sensation est intervenue une réflexion, une conscience. Bon, c'est le fameux cogito de Descartes. Le texte est écrit en réponse ou en paraphrase de Descartes ou éventuellement en contradiction de Descartes. Mais il y a tout de même dans l'univers de Sartre, de Roquentin, cette dualité du corps et de l'esprit, de la conscience. Et c'est bien cette conscience, c'est bien cette pensée qui intervient pour lui faire du mal. Je pense. Et je pense, donc, nous allons lire le texte. En tout cas, la pensée intervient ici pour tragifier l'existence
l'existence de l'autodidacte. Ma mort même eût été de trop. J'étais de trop pour l'éternité. C'est une belle phrase, bon, mais qui pourrait entraîner la tentation du suicide, comme il évoque, je suis dans la phrase précédente, de trop mon cadavre, mon sang sur les cailloux, entre ces plantes, au fond de ce jardin souriant. Bon, et pourquoi le jardin est souriant? On pourrait dire, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais non, lors de l'univers de Roquentin, Dieu n'existe pas. Tout ça est étrange et sans justification aucune pour les êtres qui sont là et qui pensent. S'ils ne pensaient pas, tout irait mieux. Il n'y aurait pas le commentaire, il n'y aurait pas le sentiment constant. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Donc il y a cette dualité qui rend l'explication philosophique douloureuse. Le texte devient, le personnage devient ce qu'il souhaitera devenir à la fin du texte. J'anticipe, mais vous l'avez trouvé plusieurs reprises, un héros de roman. Roquentin est un héros de roman, mais inventé par Sartre. Mais derrière la création de ce personnage, il y a la réflexion philosophique. Et c'est cette duplicité du livre qui fait son pouvoir de fascination, comme on dit. Bon, on comprend, on essaye de comprendre, il veut nous faire comprendre, il veut comprendre, mais il ne comprend pas, et il nous partage son incompréhension et son inquiétude de trop, une existence injustifiée. C'est le drame de Roquentin, et ce qu'il cherche, c'est une raison pour survivre. Nous allons trouver dans le texte suivant, enfin, non, attendez, avant d'arriver, j'étais de trop pour l'éternité. C'est une phrase un peu littéraire, j'étais de trop pour l'éternité, c'est une dimension poétique, le mot l'éternité qui agrandit la phrase, la constatation, la réflexion critique. Mais il se reprend, car il est Jean-Paul Sartre ou qu'il est un philosophe. Le mot d'absurdité n'est qu'à présent sous ma plume. Tout à l'heure au jardin, je ne l'ai pas trouvé, mais je ne le cherchais pas non plus, j'en ai pas besoin. Je pensais sans mots sur les choses, avec les choses. L'absurdité, ce n'était pas une idée dans ma tête, ni un souffle de voix, mais ce long serpent mort à mes pieds, ce serpent de bois. Serpent ou griffe ou racine ou cerf de vautour, peu importe. Et sans rien formuler nettement, je comprenais que j'avais trouvé la clé de l'existence, la clé de mes nausées, de ma propre vie. De fait, tout ce que j'ai pu saisir ensuite se ramène à cette absurdité fondamentale. Absurdité. Encore un mot. Je me débats contre des mots. Caractère. Là-bas, je touchais la chose. Là-bas, je touchais la chose. Mais je voudrais fixer ici le caractère absolu de cette absurdité. Un geste, un événement dans le petit monde colorié des hommes n'est jamais absurde que relativement par rapport aux circonstances qui l'accompagnent. Le discours d'un fou, par exemple, sont absurdes par rapport à la situation où il se trouve, mais non par rapport à son délire. Mais moi, tout à l'heure, j'ai fait l'expérience de l'absolu. L'absolu ou l'absurde. Cette racine, il n'y avait rien par rapport à quoi elle ne fut absurde. Comment pourrais-je fixer ça avec des mots absurdes? Par rapport aux cailloux, aux touffes d'herbe jaune, à la boue sèche, à l'arbre, au ciel, au banc vert. Absurde, irréductible, rien. Pas même un délire profond et secret de la nature ne pouvait l'expliquer. Évidemment, je ne savais pas tout, je n'avais pas vu le germe se développer, ni l'arbre croître. Mais devant cette grosse patte rugueuse, ni l'ignorance ni le savoir n'avaient d'importance. Le monde des explications et des raisons n'est pas celui de l'existence. Il parle beaucoup, comme un professeur avec des élèves, quand il ne sait pas lui-même très bien ce qu'il va dire.
Alors, sous prétexte pédagogique, il multiplie les exemples, est un moyen de lui-même se convaincre et l'impossibilité de comprendre, lui-même de comprendre. Il y a un rapprochement qui lui vient, un cercle. Alors, j'ai un peu lu ce texte à cause de ce passage-là. Un cercle n'est pas absurde. Il s'explique très bien par la rotation d'un segment de droite autour d'une de ses extrémités. Mais aussi, un cercle n'existe pas. Cette racine, au contraire, existait dans la mesure où je ne pouvais pas l'expliquer. Noueuse, inerte, sans nom, elle me fascinait, m'emplissait les yeux, me ramenait sans cesse à sa propre existence. J'avais beau me répéter, c'est une racine. Ça ne prenait plus. Je voyais bien qu'on ne pouvait pas passer à sa fonction de racine, de pompe aspirant, à ça, à cette peau dure et compacte de phoque, à cet aspect huileux, calleux, entêté. La fonction n'expliquait rien. Elle permettait de comprendre en gros ce que c'était qu'une racine, mais pas du tout. Celle-ci, cette racine, avec sa couleur, sa forme, son mouvement figé, était au-dessous de toute explication. Chacune de ces qualités lui échappait un peu, coulait hors d'elle, se solidifiait à demi, devenait presque une chose. Chacune était de trop dans la racine, et la souche tout entière me donnait à présent l'impression de rouler un peu hors d'elle-même, de se nier, de se perdre dans un étrange excès. Je raclais mon talon contre cette griffe noire, j'aurais voulu l'écorcher un peu, pour rien, par défi, pour faire apparaître sur le cuir tanné le rose absurde d'une éraflure, pour jouer avec l'absurdité du monde. Et quand je retirais mon pied, je vis que la corse était restée noire. Noir. J'ai senti le mot qui se dégonflait, qui se vidait son sens avec une rapidité extraordinaire. Noir. La racine n'était pas noire, ce n'était pas du noir qu'il y avait sur ce morceau de bois. C'était autre chose. Le noir, comme le cercle, n'existait pas. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là, parce que je ne suis pas capable de l'expliquer mieux que ne le fait Jean-Paul Sartre. Sinon que cette image de ce qui est le minéral, l'opposition du minéral, du géométrique ou de la figure abstraite, hante Roquentin, Sartre. Les choses abstraites, les choses que l'homme peut mesurer, créer, comprendre. Le cercle, c'est la rotation d'un segment autour d'un centre. Ça peut se comprendre. La nature, les choses naturelles, nul ne peut les comprendre. Elles viennent tout d'un coup, il y a une racine qui prend cette forme ou telle autre forme. Tout est gratuit, tout est absurde, sans aucun rapport avec moi. Je ne peux que répéter le texte. Je crois qu'il est assez explicite. C'est vrai que c'est un sujet difficile, mais un sujet qui débouche finalement sur la recherche de Roquentin. Que faire? Que faire si je suis dans ce monde absurde? Si je suis perdu, séparé, sans raison de mon existence? Que faire? Et ça pourrait être une réponse terriblement tragique, terrible. Camus, comme mon contemporain de Sartre, a aussi cherché cette réponse. Il a trouvé cette réponse dans quoi? Le mythe de Sisyphe. Oui, le mythe de Sisyphe. Il y a l'homme, comme disait l'homme. Le héros sait que ce rocher qui va rouler en haut de la montagne va nécessairement retomber. Et toujours, cet effort est recommencé. Et l'homme est ainsi, dans un monde absurde, il ne sait pas pourquoi il agit, pourquoi il doit faire cet effort, pourquoi il est né, pourquoi il va mourir, il ne sait rien. Eh bien, tout de même, l'optimisme volontariste de Camus l'engage à exprimer cette idée que l'homme doit continuer à rouler ce rocher en haut de la montagne, sans désespérer, remplir
fonction d'homme, son rôle d'homme, son envie d'homme. Enfin, bon, la fable de Camus est plus optimiste et elle est plus optimiste, elle est plus simple. Elle prend le mythe antique de Sisyphe, cette histoire des enfers, qui est assez effroyable, qui est présenté, Sisyphe, je crois, est puni dans les enfers de telle ou telle chose qu'il a commise. Bon. Tandis que là, tous les hommes sont condamnés dans leur existence absurde. Et le texte de Sartre, alors, bon, je vais aller un peu plus vite sans m'arrêter à chaque mot, mais j'espère que vous avez lu l'ensemble. Est-ce que c'est un texte tragique, la nausée? Est-ce que vous avez été ému par le pessimiste et déprimant. alors c'est déprimant, vous trouvez ce livre On n'est déprimant? pas ému par ce